Cela semble incroyable, mais 20 ans ont passé. C'était un jour comme aujourd'hui, à la même heure, 4h30 l'après-midi, on survolait la cordillère des Andes. On s'est moqué des trous d'air et du pilote qui nous disait d'ajuster nos ceintures. Nous étions en chemisette, car il faisait chaud dans l'avion. Et soudain, les trous d'air sont devenus très très forts. Le pilote a tenté désespérément de reprendre l'altitude, mais l'avion a heurté le flanc de la montagne et a glissé. À une vitesse incroyable. Moi, j'ai alors pensé à l'avenir. C'est incroyable, mais ma seule et unique pensée à ce moment-là a été « Bon, et Dieu alors? Si Dieu existe, maintenant il va se manifester. » Car je n'ai pas cru un seul instant que l'avion allait s'arrêter. Et il s'est arrêté, brutalement. Car la carlingue glissait, la neige s'est accumulée devant et l'a freiné brutalement. Tous les fauteuils se sont alors arrachés et sont passés au-dessus de moi. Quand l'avion s'est immobilisé, j'ai réalisé que j'étais sain et sauf. Autour de moi, c'était l'horreur. Tous ceux qui étaient en train de rire 10 minutes plus tôt étaient morts. Roberto Canessa fait partie de ceux que l'on a appelés les 16 survivants du siècle. Aujourd'hui, cardiologue réputé dans son pays, l'Uruguay, c'est lui qui a organisé la survie autour de la carcasse de l'avion. 20 ans après les faits, avec sa femme et ses 3 enfants, il a voulu revenir pour la première fois dans un paysage de montagne pour lever le voile sur une aventure qui bouleversa le monde. Ce qui nous est arrivé ressemble à une expérience de laboratoire. Il s'agit de prendre 45 êtres humains, âgés de 19 à 23 ans, les lâcher sur la neige et les laisser se débrouiller. Il leur faudra développer une micro-société avec ses codes, avec ses lois, et jeter les bases d'une nouvelle civilisation. Parfois, je me dis que nous avons été les cobayes d'une expérience inédite. « 72 jours après l'accident, les 2 premiers cobayes, Fernando Parrado et Roberto Canessa, réapparaissent dans une petite vallée du sud du Chili. Je me sens presque heureux car je vais tirer mes amis de là. Tant que je ne l'aurai pas fait, je ne serai pas complètement heureux. Alors que toutes les recherches ont été abandonnées depuis 2 mois, le monde découvre stupéfait les premières images du miracle. 16 hommes sur 45 ont survécu. Ils se sont sauvés par eux-mêmes. Puis peu à peu, derrière l'héroïsme, derrière la joie des retrouvailles, l'horreur et la consternation envahissent les titres de presse. Leur survie dérange, ils ont mangé de la chair humaine. « 20 ans plus tard, refuge de l'Étendard en Haute-Maurienne. Il neigeait, et puis ce silence. On aurait dit le vide, le néant. La première nuit, elle me fait penser à l'enfer de Dante. Tous ces cris de douleur, tous ces blessés.
toutes ces personnes désemparées, complètement déboussolées. C'est incroyable ce que les êtres humains peuvent réagir différemment. Il y en avait qui étaient blessés, d'autres qui aidaient les blessés, et encore d'autres qui, tout simplement, restaient assis dans la neige, car ils ne pouvaient pas croire ce qui était en train de se passer. Tout semblait irréel, un cauchemar dantesque. En plus, tu vois mourir tes copains. Et cette mort est différente de la mort au sein de la civilisation. Car quand tu vois mourir quelqu'un 7 ou 8 jours après l'accident, tu sais que tu peux très bien être le prochain. Plus le nombre de survivants diminue, plus la vie semble perdre ses droits. Et donc, plus restreintes sont tes propres chances de survie. Alors tu ne veux pas que les autres meurent, car c'est comme si tu étais en train de perdre la bataille contre la mort. Nos amis jouaient tous dans la même équipe de rugby. Nous, les filles, chaque week-end, on allait voir leurs matchs. J'étais fiancée à Roberto depuis 3 ans. Nous avions 19 ans tous les deux. Et soudain, en un seul jour, j'ai perdu non seulement mon fiancé, mais aussi tous mes amis. Moi, je pensais, car je le savais par mes études de médecine, que la seule chose qui pouvait nous apporter des calories, ce n'était évidemment pas de manger les valises, ou bien un morceau quelconque de l'avion ou un bout de plastique. Aucune calorie là-dedans. Non, je savais très clairement que pour nous, la seule source d'énergie, notre seul salut était les morts. Mais mon problème, c'était que je voulais respecter leur corps. Nous étions tous très respectueux des droits de chacun. Nous étions prêts à mourir, prêts à rencontrer Dieu et de lui dire « Nous avons fait tout notre possible, nous nous repentons de toutes nos fautes ». Et je me rappelle d'avoir entendu un de nous crier « Comme j'ai dû être mauvais pour que Dieu m'inflige cela ». On devient très mystique, évidemment, on se souvient de Dieu quand ça va mal. Donc je les voyais mourir et je me voyais dépérir peu à peu. Mais ce que je ne voyais pas clairement, c'était si je pouvais m'emparer de cette personne, bien qu'elle ne soit plus là, m'emparer de son corps, l'envahir. C'est alors qu'il me vient à l'esprit cette sentence, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Je me suis donc demandé, et si c'est moi qui mourrais? Car à certains moments, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux mourir que de subir longtemps cette agonie. Et là, je me suis dit que toute personne allait devoir de vivre, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Le devoir de lutter jusqu'au dernier moment pour si elle doit mourir, au moins mourir en paix. Je me suis dit, bon, que se passe-t-il si je meurs? Si je meurs, qu'est-ce que j'aimerais que l'on fasse de mon corps? Qu'on l'enterre, qu'il retourne dans cette terre, source de vie? C'est sûrement le plus beau, retourner à cette terre d'où nous venons. Mais dans les circonstances d'alors, de la neige partout, tout était si réel, je me suis dit que je serais très honoré si une partie de moi-même permettait aux autres de survivre. Si mon corps qui ne me servait plus pouvait servir aux autres, si je pouvais m'offrir aux autres. Bien sûr, nous sommes tous différents. Moi, j'avais d'un côté le sens logique, pratique, la vision scientifique, et de l'autre côté, le désir de ne pas empiéter sur les droits des autres. C'est alors que quelqu'un a dit, bon, si le Christ a donné son corps et son sang aux apôtres, nous pouvons offrir nos corps à nos amis. Il faut comprendre que c'est bien plus difficile à faire qu'à dire. Il ne s'agit pas de jouer à pile ou face, c'est bien plus que ça. C'est une histoire de froid, de souffrance, de mort, de neige, de montagne. Aujourd'hui,
Je ressens à nouveau, au plus profond de moi, ces mêmes froids. Ça me donne l'occasion de m'expliquer sur une affaire qui touche profondément les gens, car il s'agit d'un tabou de la race humaine, de nos civilisations. On peut essayer de l'expliquer, mais moi j'ai dû le vivre. Pendant plusieurs jours, nous avons hésité. Nous n'arrivions pas à nous décider à le faire. Et puis j'ai dit, allez, il faut y aller. Il faut couper. C'est un de ces moments où il faut que le corps accepte de faire ce que l'âme refuse. Nous étions 3, avec Gustavo et Daniel, qui, le pauvre, a ensuite été emporté par l'avalanche. Nous avons coupé un morceau et nos bouches ne voulaient pas s'ouvrir, comme si elles n'acceptaient pas. Notre répulsion était si grande, tout cela était si horrible. Je pensais alors quel pauvre diable je suis. Je suis bien peu de choses. Nous étions très malheureux. Nous nous sentions avilis. Mais voilà ce que je me suis dit. Je pensais, ma mère est en train de pleurer parce qu'elle pense que je suis mort. Et avoir la possibilité de dire à une mère, non, votre fils n'est pas mort, valait pour moi plus que tout. J'aurais pour ça mangé n'importe quoi. Rien d'autre ne m'intéressait, rien d'autre ne comptait que de pouvoir dire à une mère, votre fils est vivant, votre fils va lutter pour vivre. Alors, j'ai pris les morceaux et je les avalés. Avec toutes les familles, on passait les après-midi chez un radioamateur. Il établissait le contact avec le Chili et avec les radioclubs des villages de Talca et Curicó. Pendant 72 jours, tous ces petits villages nous ont aidés dans nos recherches. Ils ont fait tout leur possible pour que nous puissions continuer, ne serait-ce qu'individuellement. À un moment donné, le service de sauvetage aérien, qui nous a beaucoup aidés, nous a dit « Bon, il faut attendre le dégel pour trouver l'épave de l'avion. » Et nous, les familles, enfin certaines mères plus fortes que d'autres, sentaient que leur fils était toujours vivant. Parmi ces mères, celle de Roberto. Quand j'étais découragée, elle me disait « Sois tranquille, car Roberto est en vie. Je sais qu'il est vivant parce que c'est mon fils et il va revenir. » Une nuit, une avalanche a tout recouvert. Nous étions presque sans vêtements, presque nus. Il a fallu tout recommencer à zéro, recommencer à se demander s'il ne vaut pas mieux mourir que d'agoniser. Il faut sentir ces froids, ces désespoirs, cette désolation et en même temps cette révolte qui fait dire « Non, je ne capitulerai pas. Non, je ne me rendrai pas. » C'est ce sentiment qui nous a poussés à tenter l'expédition finale, à lutter jusqu'à ce que quelque chose de plus fort nous abatte. Quand vous marchiez, vous pensez que vous alliez mourir? Pourquoi tu dis ça? Parce que je te le demande. C'était dur, on ne savait pas ce qui allait se passer. Je te demande si vous pensez que vous alliez mourir. C'était très dur, on ne savait pas. On faisait 33 pas, puis on s'arrêtait car on était épuisé. Ah, vous ne faisiez que 33 pas? Oui. Et en plus, vers la fin, la pente était tellement raide qu'il fallait enfoncer les pieds comme ça pour pouvoir avancer. La nuit, vous ne pensiez pas à boire? Je ne sais pas, de l'eau chaude, à cause de ce froid? Mais avec quoi veux-tu qu'on chauffe l'eau?
Avec du feu, je ne sais pas moi. Mais il n'y avait rien pour faire du feu. Par contre, pour se réchauffer, on avait pris la chambre à air d'un ballon de foot, on faisait pipi dedans et on la passait des mains à main. C'était super cette sensation de chaleur dans les mains. On dormait les uns contre les autres, dehors il faisait -20. Et à l'école, on vous pose beaucoup de questions? Oui, une fois, Bali a dit que... C'est qui, Bali, la maîtresse? Oui, la maîtresse, elle a dit qu'en classe, qu'elle avait vu un film sur des gens qui étaient tombés d'un avion. Et toi, tu as dit quoi? Rien, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, je ne sais pas, toi qui aimes t'en parler. Des fois, on me pose des questions. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Je me rappelle de ce qu'il t'avait dit un copain de classe à maternelle. Il t'avait dit, donc ton papa a mangé ses amis dans la cordillère. Tu te rappelles? Non, pas du tout. Tu lui as répondu, oui, et alors, tu voulais savoir quoi? Ben oui, c'est comme ça. C'est vrai que les Chiliens ont toujours cherché papa. Oui, ils l'ont beaucoup cherché. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et quoi? Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant que papa n'était pas là? Je priais. Et quoi d'autre? Parfois, j'avais de l'espoir et parfois non. Et c'est vrai que grand-mère disait toujours Roberto va revenir, Roberto va revenir. Oui, grand-mère l'a toujours dit. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Maintenant, il faut dormir. Bisous. À demain. À demain. Un beso. Hasta mañana. Hasta mañana. Les enfants veulent connaître la vérité. Et si on ne leur dit pas, ils vont la chercher là où ils pensent la trouver. Nous autres, les adultes, avons parfois des scrupules à montrer la vérité telle qu'elle est. Mais il faut le faire. Pour éduquer ces enfants, il faut répondre à leurs questions au moment même où ils les formulent. Il ne s'agit pas de leur donner plus qu'ils n'en demandent, mais il ne faut pas non plus leur dire « tu es trop petit pour comprendre ». Car s'ils ressentent le besoin de poser une question, alors ils méritent une réponse. Cuando salimos caminando 60 jours étaient déjà passés. Il fallait faire quelque chose. Nando et moi étions sur le point de quitter l'avion. Nous nous étions engagés à n'y revenir qu'avec des secours. Tous les autres nous ont serrés dans leurs bras. Ils avaient une foi aveugle en nous. Nous avons commencé à gravir une énorme montagne. Ça a duré des dizaines et des dizaines d'heures. Et quand nous croyions être arrivés au sommet, nous découvrions un autre sommet derrière, puis encore un autre. Il faisait beau. Nous marchions à 4500 mètres. Il y avait un vent glacial, un vent qui nous pénétrait jusqu'aux os. Est-ce qu'il y avait du soleil? Oui. Le ciel était parfaitement bleu et il y avait toujours ces vents glaciaux. Puis, la neige est devenue molle et on a eu du mal à avancer. Alors, on a attaché les coussins, tu sais, les petits coussins de l'avion, autour de nos chaussures pour moins s'enfoncer. Vous vous enfonciez pas? Moi, quand même. Des raquettes comme celle-là, ça aurait été génial. Avec des simples raquettes en plastique, on serait devenus les Maradona de la neige. La deuxième nuit, on était tout près du sommet.
On rêvait de découvrir une vallée verte de l'autre côté, mais le lendemain, on n'en croyait pas nos yeux. Tout autour de nous, d'énormes montagnes à perte de vue. Nando a dit, je pense que c'est faisable. J'ai répondu, tu es fou. Il a ajouté, je vais y aller. J'ai demandé un peu de temps pour réfléchir. Le lendemain matin, il faisait tellement beau que ça nous a donné le moral. Et nous avons décidé de tenter le coup. On avait mis 4 paires de pantalons et on s'est laissé glisser pour descendre. Glisser sur les fesses? Oui. Et quand on s'arrêtait, il fallait vite s'écarter car on déclenchait des chutes de pierres. Quelques jours plus tard, en traversant un immense lac gelé, on a cru entendre comme un bruit d'eau. C'était une petite source. Pour la première fois, depuis 2 mois, on revoyait la couleur verte. On s'est mis à manger l'herbe. Vous avez mangé de l'herbe? Oui, bien sûr. Et au bout de 3 ou 4 jours, on est arrivé sur un plateau. On a vu quelques planches en bois et un peu plus loin, des chevaux. Et soudain, de l'autre côté de la rivière, à 400 mètres à peu près, je vois un homme à cheval. Dès qu'on a entendu que 2 hommes avaient été retrouvés dans une vallée perdue du Chili, certaines mères ont pressenti que c'était eux. Déjà, on venait me dire « Sois tranquille, Laura, tu verras que l'un d'eux est Roberto ». Moi, j'avais eu tant de hauts et de bas, j'étais si désespérée que je me suis alors fait la promesse suivante. Si ces 2 jeunes viennent bien de l'avion et si Roberto est en vie, notre premier fils portera le nom de l'endroit où il a vécu pendant ces 2 mois. C'est pourquoi notre fils aîné s'appelle Hilario. En effet, c'est dans la chaîne de montagnes San Hilario, tout près du volcan Tinguiricá, que s'est crashé l'avion. Voici le premier homme qui a été en contact avec les survivants de l'avion. Racontez-nous comment ça s'est passé. Quand je les ai vus, j'étais en train de rassembler le bétail. Je pensais que c'était des touristes. Mais quand j'ai vu qu'ils couraient dans ma direction, tombaient, se relevaient, couraient à nouveau, criaient, alors je me suis arrêté. Ils faisaient des grands signes avec leurs bras et moi je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. En ce moment, combien de survivants reste-t-il? Nous avons laissé là-haut 14 compagnons. Et vous, ça fait combien de jours que vous les avez quittés? Ça fait à peu près une dizaine de jours. Avant même de connaître le nom des 2 survivants, nous avons fait nos valises et nous avons pris l'avion pour Santiago du Chili. Il y avait un monde fou devant l'hôpital de San Fernando et nous avons eu le plus grand mal à y entrer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Roberto m'a dit « J'ai marché pour que toi et maman, vous ne souffriez plus. » En découvrant les images de la carcasse de l'avion et des cadavres mutilés, le monde oublie la solidarité et le courage des survivants. Parce qu'ils ont refusé la mort pendant 72 jours et 72 nuits, les cobayes de la cordillère font peur. Leur survie paraît soudain immorale. Un énorme fossé s'est creusé entre la joie des survivants et la douleur des familles de ceux qui ne sont pas revenus. Mais il faut bien comprendre que nous n'avons pas voulu cela. Nous ne l'avons pas choisi. Nous avons tout essayé pour sauver le plus grand nombre de nos amis et nous en avons sauvé 16.
L'une des plus belles phrases que j'ai entendues sur cette histoire, c'est peut-être celle de mon neveu de 7 ans. Il disait à un copain, « Tu comprends, leurs muscles étaient si faibles, puisqu'ils n'avaient rien à manger, qu'ils ont dû se servir des muscles des morts. Aux morts, ça ne leur servait plus puisqu'ils étaient morts. » Ça va bien comme ça, Lala? Oui, Tu aimes les montagnes? oui. Elles ne te paraissent pas trop grandes? Non, ça va. Elles sont en coton, hein? Non, elle ressemble à du coton. Se daba vueltas con la esquina. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Cette expérience restera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous portons au plus profond de nous tous ces amis qui, par leurs dons, ont rendu possible notre survie.